Bonjour et bienvenue dans notre émission Hommes et femmes à part entière. Vous êtes sur GFM La Radio avec Sandra. Aujourd'hui, nous aborderons une nouvelle thématique, celle de l'art-thérapie. Pour cela, nous avons la chance d'avoir parmi nous Javier Quirano Moran. J'espère que je ne me trompe pas, en tout cas sur l'articulation des mots, ni même sur le mot en entier. On a la chance d'avoir parmi nous, il est art-thérapeute à la maison d'accueil spécialisée de Meaux. Il ne fait pas que ça, en tout cas il a d'autres projets, d'autres missions, il a un autre temps partiel en tout cas ailleurs, il pourra nous en dire plus. Merci à toi Javier d'être parmi nous. Merci à vous Sandra et merci pour l'invitation aussi à vous. Je suis à vous en fait. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un vrai honneur d'avoir aujourd'hui un art thérapeute parmi nous. C'est vrai qu'on a fait de nombreux sujets, le sport, les associations et encore d'autres choses. Mais ce sujet, nous ne l'avons pas encore abordé. Donc, tu seras donc notre premier à faire en tout cas une émission sur l'art de façon générale. Et en tout cas, c'est un honneur aussi de partager en tout cas ce sujet qui nous est propre et intéressant. Donc, est-ce que tu peux un peu te présenter ? Parce que j'ai dit que tu étais art thérapeute, en tout cas à la maison d'accueil spécialisée, ce qu'on appelle aussi la MAS. Mais tu ne fais pas que ça. En tout cas, il ne faut pas qu'on se dise, allez, aujourd'hui, Javier, il est thérapeute, art thérapeute à côté. Mais non, il a d'autres projets. En tout cas, il va nous en parler. Oui, je pense une petite présentation de moi. Oui, moi, je suis franco-mexicain et je suis comédien à la base. Donc, j'ai fait des études en théâtre et après, je suis arrivé dans l'art-thérapie. Et ma spécialité, c'est plutôt la dramathérapie. D'accord. Donc, j'ai plein de casquettes, donc comédien, art-thérapeute et dramathérapeute. Donc, tu as commencé par la comédie. En fait, c'était ton premier, je ne sais pas si on peut dire métier, ou en tout cas ta première formation. Oui, ma première formation, c'était plutôt la communication. Donc, D'accord. et c'est la communication qui m'a mené au théâtre, parce que on faisait un peu de cinéma, donc on faisait plutôt de production audiovisuelle. Et à chaque fois, je voyais que c'était un peu pas parfait, en fait. Des fois, je disais, mais ça manque quelque chose, et c'était plutôt le côté d'interprétation. Et c'était l'interprétation qui te faisait changer, en tout cas qui t'a fait après changer de voie, d'aller dans la communication à la comédie. Oui, c'est ça. Et c'était plutôt au début, donc tu as dit que tu étais franco-mexicain, mais peut-être que tu as travaillé d'abord au Mexique. Oui. En tout cas au Mexique, et après tu es revenu en France peut-être un peu plus tard. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, j'ai fait ma licence de communication au Mexique et aussi ma licence en théâtre aussi, je le fais au Mexique. D'accord. À Mexico plutôt. Et oui, en fait, ça m'a permis, ces formations-là aussi, d'être prof au Mexique. Donc j'étais prof de théâtre dans une école de danse. Et c'était le HCR qui m'a mené aussi en France. J'ai pu faire un master en théâtre. Et après, ça m'a beaucoup intéressé en fait, la dramathérapie. Et je voulais faire la dramathérapie parce que je voyais que dans mes groupes avec les étudiants que j'avais, il avait ce côté aussi de prendre soin ou ce côté aussi thérapeutique du théâtre. Donc des fois, il avait des métaphores que j'ai proposées, que je voyais que c'était assez, comment dire, cathartique, assez émotionnel pour les étudiants. Donc je disais, je voyais aussi l'évolution de comment ils sont entrés en fait avant le premier cours de théâtre et le dernier cours de théâtre. Donc on voit l'évolution au niveau de la personne, ce qu'elle a pu développer en compétences en fait, peut-être, et la confiance. On voit au début, quand on commence quelque chose, on est plutôt réservé, timide, et puis à la fin de l'année, la personne se développe et devient finalement comme un petit, si on peut pas dire un papillon qui a changé, ou la petite fleur éclot, quoi. Oui, tout à fait ça. En fait, vraiment, cette évolution, en fait, cette transformation. Une transformation. Comme tu l'as dit, oui, je voyais que des fois, en fait, même le corps changeait. Donc, en fait, des fois, c'était plutôt une école de danse, mais moi, j'ai fait l'expression corporelle, mais plutôt dans le côté théâtral et des émotions. Donc, des fois, il y avait des personnes qui étaient très timides, et à la fin de cours, comme tu disais, on voyait la transformation et l'affirmation de soi, on voyait plus de confiance. Donc, c'est ça qui m'intéressait aussi en tant que prof, de voir cette évolution. Et ça me donnait aussi un sens aussi dans ce métier aussi de prof et comédien. Et des fois, je pouvais amener ça sur scène. D'accord. Des fois, je voyais aussi cette expérience ou cet partage des émotions qui me permettait aussi de le partager sur scène.
C'est vrai que quand on danse ou quand on fait du théâtre, on donne en fait de soi. Je trouve, hein, c'est l'émotion qu'on amène dans la gestuelle même dans le visage apporté d'une phrase ou encore d'une position. Oui, 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 je pense que un théâtre, en fait, oui, on est quasiment transparent, en fait. Mm. Vraiment, bah, tout le monde nous regarde, tout ça, C'est ça. comme, comme au cinéma ou dans la danse. Mais c'est vrai que dans le théâtre, en fait, on utilise le corps, la voix, Mm. le geste, les mouvements. Donc, c'est assez riche, bah, comme toutes les disciplines. Mais moi, comme je suis plutôt comédien, vraiment, là, je suis tellement accroché à ça. Et, et c'est à partir de cette évolution que je voyais, cette transformation, que ça m'intéressait, en fait, la Mm. dramathérapie. Et j'ai cherché sur Internet les Donc à formations l'époque, il qu'il n'y y avait avait. pas. Et au Mexique, il n'y en avait pas, malheureusement. Mm. Il n'y avait qu'en France et au Chili. D'accord. Mais bon, c'était plus cher aller au Chili qu'à Paris. Donc, bah, aussi, le hasard m'a mené aussi avec une bourse Beaux ici à Paris. étudiantes, Mm. d'étudiants plutôt, mais. Oui, Mm. oui, c'était plutôt une bourse qui était liée à l'éducation nationale mexicaine et D'accord. l'éducation nationale Ah oui, c'était un accord que tu française. avais à Mm. l'époque entre la France et le Mexique peut-être et qui permettait à certains étudiants mexicains de venir en France. C'est peut-être lié à ça. Mm. Oui, 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 c'est tout à fait ça. Sauf que c'était un programme qui était lié à l'apprentissage des langues. Mhm. C'était plutôt, D'accord. je suis arrivé en tant qu'assistant d'espagnol Ah oui, donc c'était en vraiment France. quelque chose de linguistique au début et Oui, ensuite ça a développé en tout cas par rapport à ce que vous vouliez faire, à ce que tu voulais faire à l'époque. oui, parce qu'en fait, dans la convention, dans le programme, en fait, Mm. ils ont trouvé intéressant que moi, j'ai travaillé le théâtre pour apprendre les gens à s'exprimer. Mm. Donc, ils se sont dit pourquoi pas amener quelqu'un qui peut développer le côté théâtral et le côté de confiance en soi pour parler une langue. Et on a fait des projets de théâtre en fait, D'accord. dans l'école où j'étais en tant qu'assistant de langue. Mm. Et on a fait une petite scène à la fin de l'année où il parlait en espagnol. D'accord, c'était Mhm. vraiment tout en espagnol. Oui, oui, je profitais en fait le côté de la langue, Mm. c'est le côté oui, de théâtre en fait. Mm. Et mon côté prof aussi. Oui, mais c'était Et, vraiment là, c'était une chance de pratiquer l'ensemble en fait, oui, de pratiquer à la fois la langue, donc l'espagnol, les connaissances que vous avez déjà, en tout cas que tu avais déjà à l'époque via ton métier, professeur donc de théâtre, et ensuite pratiquer la danse via le théâtre gestuel. oui, 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 c'était vraiment tout le côté d'expression corporelle. Oui, Mm. et, euh, et après ça, oui, j'ai enchaîné avec un master en théâtre. Mm. Et disons que ma recherche, c'était plutôt, mon mémoire, c'était lié à comment, comment on peut apprendre une langue à travers le théâtre. D'accord. Donc c'était plutôt ça. Mm. Et c'est ça qui m'a fait découvrir le théâtre de l'opprimé, que c'est de Augusto Boal, que c'est une façon aussi de donner la parole aux personnes qui sont opprimées dans la société. D'accord. Donc, et là, j'ai fait des stages en France et j'ai vu qu'il y a quand même un monde incroyable, vraiment, dans le monde dans le monde associatif. Il y a Mhm. vraiment ce côté de théâtre forum que nous on appelle, que c'est une branche de théâtre de l'opprimé. D'accord. Et aussi, bah, ça c'est lié aussi à Paulo Freire et à Augusto Boal, que c'est Mhm. plutôt des personnes qui sont pour l'autonomie de la personne et aussi pour l'autonomie de l'apprentissage de la personne. Mm. Ok. Donc, au lieu de chercher les hiérarchies, c'est Mm. plutôt le côté, comment dire, équitatif des apprentissages. Donc, nous, en tant que prof, on peut apprendre des étudiants et vice-versa. Mm. Et donc, dans le théâtre aussi, c'est la même chose. Nous, en tant que spectateurs, on peut apprendre, mais aussi dans le côté En des comédiens. applaudissant, Ouais. peut-être que ça motive une personne sur scène et en même temps une personne, en tout cas, il y a toujours à chaque fois celui qui donne, mais celui qui reçoit, et aussi celui qui reçoit peut donner. Oui, 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 c'est tout à fait ça. Et le théâtre forum, c'est plutôt... euh, on montre une scène à un groupe Mhm. qui est lié à une problématique sociale. D'accord. Et c'est les spectateurs qui peuvent monter sur scène et changer cette réalité Ah oui, et comme ça trouver une solution ensemble. Donc ça, d'accord. c'est le but du théâtre forum. Ah oui, donc le spectateur finalement peut monter aussi sur scène en improvisation
à changer la réalité dramatique. Oui, c'est ça, c'est la D'accord. fiction, mais qui c'est lié à la réalité sociale. Donc, c'est ça. Et il y a ce côté thérapeutique. Donc, c'est là où j'ai commencé oui, à être dans le thérapeutique. Donc, D'accord. ça, Donc, c'était- c'est là où finalement tu as trouvé ta vocation, celle d'être dans la thérapie plutôt que dans l'art seul. Oui, 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 c'est ça. Parce qu'en fait, euh, bon, en tant qu'artiste, en tant que comédien, des fois, bon, on aime bien ce côté de avoir toutes les lumières sur soi, Mm. mais ce côté C'est le aussi côté des... paillettes. Ouais, exactement. Donc voilà, des paillettes. C'est vrai que des fois, on peut dire que c'est un peu narcissique, non? Mm. Mais avec, moi, je sais pas, le côté de pouvoir ouvrir l'espace ou la fiction ou l'espace, oui, la scène au Mhm. public et que ça peut modifier le spectacle, je trouve quand même incroyable et je trouve quand même assez complexe. Ah Parce oui, que c'est vrai oui, que parce c'est que pas chaque évident. personne va dire, en tout cas, va percevoir peut-être la chose différemment. Et en tout cas, lorsqu'elle va monter sur scène, ça va apporter obligatoirement quelque chose de différent et d'unique à chaque passage. Oui, oui, tout à fait. Donc, dans le théâtre forum, c'est ça. En fait, des fois, Mhm. on montre la même problématique et il y a quatre personnes qui disent non, moi, je veux chercher Ouais, cette c'est... solution. Et, les idées sont et, totalement différentes, quoi. et tout à Mm. fait. Donc, et des fois, ça peut être quelque chose de très magique. Donc, vraiment, euh, c'est très délicat, ce côté d'accompagnement pour faire comprendre au public qu'on ne peut pas résoudre une problématique sociale d'une façon magique. Mhm. Donc, c'est là où je disais, ah, ça m'intéresse beaucoup. Et après ça, après d'avoir fait un stage, bon, j'ai fait quand même 2 stages de ça. Et après le master, j'ai enchaîné avec un master en dramathérapie. D'accord. Donc, Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, la dramathérapie, c'était, on va dire, si on peut dire, la spécialisation. oui, 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 la dramathérapie, c'est plutôt euh, l'utilisation de processus créatifs théâtral Mhm. pour partager ça avec un public, mais disons que nous, on a un fin thérapeutique pour ça. Mhm. On sait utiliser le processus créatif afin d'être thérapeutique, C'est ça. dans le Mhm. côté théâtral. Voilà. Mhm. Et la dramathérapie, bah, c'est assez large aussi. Mais aujourd'hui, donc toi, tu as fait une formation en dramathérapie. Mhm. Est-ce qu'il en existe beaucoup comment ça se passe, toi? Dans ton école, ça s'est bien passé je sais pas. Oui, bon, je pense que ma- maintenant, ça se développe de plus en plus. Mais à l'époque, j'ai cherché voilà, Mm. une formation en dramathérapie et j'avais trouvé que bah, au Chili et en France, mais maintenant il y a aussi au Canada, en Ça s'est un peu Suisse, donc ouvert à vraiment là l'étranger. c'est assez large. Euh, mais en France, je pense que la formation que j'ai faite, c'était plutôt à Paris-Descartes, c'est Paris 5. Donc c'est dans la Mm. faculté de psychologie, c'est à côté des Bilancourt. D'accord. Mhm. Et la formation, ça s'est super bien passé. Vraiment, ça m'a beaucoup plu Mm. et j'ai beaucoup appris. Je me suis nourri de tout, vraiment, vraiment. Et nous, en tant qu'étudiants aussi, on passe par un processus thérapeutique. D'accord. Donc, des fois, on devait faire des exercices, ou on peut dire de propositions par certains art thérapeutes. Mm. Et c'est là où tu dis, ah oui, ça me met mal à l'aise, ou ça bougeait quelque chose Mm. chez moi. Et on passe par ce côté émotionnel et thérapeutique et des transformations aussi dans le master. J'avoue que c'est pas le plus confortable, Mm. mais je pense que toute transformation, c'est assez... euh, bah, ça nous sort de notre zone de confort. Mm. Mais je vois ce que tu veux. Je vois totalement ce que tu veux dire. Selon toi, quelles sont les compétences que doit avoir un art thérapeute? Est-ce qu'il y a des choses qu'il doit connaître obligatoirement? Est-ce qu'il doit être ouvert à tout? Est-ce qu'il doit se brider sur certaines choses? En tout cas, être restreint sur des options, des choses qu'il pourrait mettre en place? C'est compliqué. Oui, non, je pense que c'est...
je pense que pour être un art thérapeute, déjà, je ne sais pas si je dirais que c'est obligatoire, mais Recommandé c'est peut-être. recommandé exactement, avoir déjà cette sensibilité à l'art. Non? Mm. Aimer l'art et ou avoir passé ou avoir profité d'un processus créatif. Mm. Déjà reconnaître ça, et je sais pas, ça peut être la sculpture, la photographie, la danse, peu importe la discipline artistique, mais je pense que si on a passé par ces chemins artistiques, on peut déjà viser cette côté Mm. de l'art-thérapie, et je pense qu'en tant qu'art thérapeute, c'est plutôt l'écoute. Je pense, bah, pour moi, je dirais l'écoute, la patience, et, et aussi le partage. Je pense que ça, c'est pour moi mes trois piliers en fait, Mm. dans l'art-thérapie. Et même dans peu importe la discipline, Est-ce si que, c'est l'art-thérapie est-ce ou. que toute personne qui travaille en tout cas tout artiste qui travaille avec des personnes en situation de handicap peuvent devenir art thérapeute? Je pense que. Non, je pense oui, que c'est possible en fait. Des fois aussi dans une formation artistique, Mm. je parle plutôt dans mon cas, dans la formation en théâtre, en fait, il y a cette transformation. Et comme je te disais aussi en tant que prof, que moi j'étais comédien, artiste au Mexique, et j'ai donné des cours dans une école de danse. Des fois, je voyais qu'il avait un côté thérapeutique, même si Mm. ce n'était pas conscient. Mm. Donc je pense que oui, C'est quelque chose qui c'est t'apporte sans même finalement le savoir, mais on l'apporte dès que la personne en tout cas s'ouvre. oui, oui, je pense que c'est oui, c'est ce côté de accompagner, et je pense que c'est toujours dans la bienveillance. Je pense que Mm. si je dois ajouter une autre chose aussi dans le Mm. côté des qualités d'un art thérapeute, c'est plutôt aussi la bienveillance. D'être bienveillant. Mhm. Et dans ces processus créatifs, donc un art thérapeute doit vraiment écouter les gens, écouter les personnes qui ont en face, qui sont venues Mm. nous chercher, et voir quelle est la médiation ADK ou la plus pertinente pour cette personne-là. Et je pense que euh, oui, oui, dans cette côté des qualités des arts thérapeutes, c'est. Oui, si je fais un petit résumé maintenant, c'est ça, oui, c'est la bienveillance, le respect, l'écoute, et aussi la patience. Mm. Donc, et en tant qu'artiste, des fois, il y a des artistes en fait, qui encadrent des ateliers, je ne sais pas, des théâtres aussi, dans des institutions, soit un foyer d'accueil médicalisé, ou peu importe la structure. Et des fois, ils n'ont pas les connaissances en psychologie que nous, en tant qu'art thérapeute, Mm. on peut apporter. Ah Par oui, c'est exemple, en vrai. fait, si des fois on peut offrir un atelier de théâtre pour des personnes qui ont des troubles de comportement plutôt liés au côté alimentaire. Donc c'est vrai que nous, on a déjà réfléchi Mm. alors est-ce que c'est le rapport du corps qui est important? Est-ce que c'est plutôt aussi l'image de soi? Mm. Donc nous, on commence C'est lié à. à un traumatisme? Est-ce que c'est une image de soi? Est-ce que c'est Mhm. quelque chose qui est pathologique ou pas? Ou c'est dû à un stress, quoi? Il faut après analyser peut-être le problème. Oui, Car là, la personne, elle souffre de troubles alimentaires, donc à quoi est dû ce trouble? Mm. oui, oui, exactement. Donc nous, en tant que art thérapeute, dans la formation que j'ai eue, nous, on réfléchit à un dispositif d'un côté psychologique Mm. et thérapeutique à travers d'un processus artistique et d'une discipline. Mm. Et en tant qu'artiste, des fois, on n'a pas cette sensibilité, ou c'est plutôt un réflexe. Ils n'ont pas cette réflexe, des fois, quelques artistes. Oui, je Donc, vois. c'est plutôt Mm. le but, c'est vraiment le spectacle, c'est une exposition, c'est vraiment montrer qu'on fait de l'art, mais en tant qu'art thérapeute, c'est plutôt le processus Mm. créatif qui se passe durant une séance. Et un art thérapeute, euh, disons qu'il ne va pas penser à, au résultat comme une exposition ou un spectacle. Ça, c'est vraiment le résultat, c'est euh, l'accompagnement thérapeutique et l'évolution et la transformation du patient. C'est plutôt ça. D'accord.
Est-ce que tu peux me dire un peu plus sur tes métiers? Parce que tout à l'heure, on en a vu une partie. En tout cas, tu es art thérapeute auprès de Lamas Amo. Mhm. Comment tu accompagnes tes patients? Euh, particulièrement à la Masemo, là j'encadre des ateliers de dramathérapie, Mhm. de danse-thérapie et de art-thérapie. Donc vraiment là c'est assez large. Et comment je fais? Je vais parler plutôt de mon côté de dramathérapie. Et, et là par exemple, je, j'ai des groupes en individuel et c'est pas des groupes en individuel, mais, pardon, des groupes. J'ai des groupes et j'ai des séances en individuel. Et j'essaie des fois homogénéiser les groupes pour pouvoir faire cet accompagnement ensemble, en fait, pour avoir une évolution en continu. Mm. Et donc, dans ces cas-là, j'ai un groupe qui est verbal et un autre groupe qui n'est pas verbal. Donc, D'accord. et ça ne se passe pas de la même façon. Mon dispositif dramathérapeutique, si je peux partager un peu, c'est plutôt ça. Dans le côté verbal, on utilise des costumes, on utilise vraiment la parole Mhm. pour exprimer les émotions ou la météo du jour des patients. Et dans le groupe non verbal, c'est plutôt, ce que je fais, c'est plutôt un côté clown. Donc c'est un peu le clown relationnel ou un peu ce Mm. côté de l'échange à travers les sensations, mais à travers d'un personnage de clown. Donc c'est plutôt un voyage qu'on fait ensemble, que on fait avec les événements qui se passent durant la séance. Donc si des fois il y a un patient qui fait tomber quelque chose, donc à partir de ça, je réagis et on commence à créer une histoire. Donc ça D'accord. c'est pas le même accompagnement. Et dans la Mm. masse, c'est plutôt un public qui, qui ont de troubles de comportement, qui sont en situation de handicap. Et aussi, des fois, ça peut avoir oui, en fait, c'est plutôt des personnes qui ont des troubles de l'espectre autistique. Donc, il y a pas mal de personnes qui ont ces troubles-là. Et c'est pas la même chose aussi accompagner euh, un public comme ça, parce que moi, par exemple, en fait, dans mon accompagnement, dehors mon atelier, disons que je montre un picto pour euh, accueillir aussi les patients. Donc, c'est l'atelier de dramathérapie. Donc, j'ai une image qui représente ça. Et comme ça, ils savent que ça va bientôt commencer ou que, D'accord. et ils C'est pour viennent à la salle. débuter les cours, quoi. Oui, oui, Mhm. oui. Donc, ça, c'est plutôt l'accompagnement que j'ai fait en drama. Et je pense que à un moment donné, j'aimerais aussi ajouter les marionnettes, non? Mais Mm. voilà, ça dépend aussi de l'évolution et les attentes et les envies de chaque groupe ou de chaque patient. En drama, je n'ai pas de groupe en individuel, mais en art-thérapie, plutôt médiation art plastique, là, j'ai des séances en individuel. Donc, des fois, c'est une personne qui, le, le- l'objectif thérapeutique, c'est vraiment se soulager et de ne pas se sentir stressé ou de ne pas arriver à une crise d'angoisse. Mm. Donc ça, c'est plutôt un accompagnement individuel à travers de la matière ou le côté plastique. Au niveau des personnes qui participent à tes groupes, on va dire de façon individuelle, euh, ce sont des personnes qui se sont inscrites de façon volontaire ou ils font partie d'un programme peut-être organisé, je sais pas moi, par les dirigeants de la maison d'accueil spécialisée ou par leur enseignant, je sais pas, en tout cas responsable. Là, on travaille vraiment en équipe et déjà, lorsque je suis arrivé à la masse, ils avaient déjà cette sensibilité à Mm. l'art-thérapie. Donc, il avait des séances d'art-thérapie plutôt dans le côté plasticien. Mm. Et par exemple, dans le côté de dramathérapie, comme il n'y avait pas la dramathérapie, c'est là où on s'est mis d'accord pour savoir qui pouvait prendre l'atelier. Et des fois, on a testé aussi. Mm. Donc, des fois, j'ai invité le patient et s'il ne voulait pas venir, donc, Mais il il ne n'y avait vient pas. pas. Et des fois aussi, disons que le groupe qu'on avait construit ou qu'on avait
planifier ensemble. Des fois, c'était assez compliqué de les amener dans la salle, non? Parce qu'on devait créer cette alliance aussi thérapeutique et relationnelle. Donc, je venais d'arriver à la masse, donc c'était pas forcément très facile aussi de faire confiance à quelqu'un que tu vois pour la première fois dans un établissement, surtout que c'est des personnes qui habitent dans cet établissement. D'accord, donc ils sont là vraiment, pas toute l'année, mais on va dire toute la semaine. Oui, en fait, c'est vraiment sa maison. Donc, ils vont vivre là, oui, bah, jusqu'à ce qu'ils veulent, ou si jamais il y a un changement. Bah, Et ce sont des adultes ou des personnes, en tout cas, pour l'instant? C'est des adultes. Des adultes uniquement. D'accord. Donc, dans ces cas, oui, le groupe, c'est à nous de le constituer, mais aussi, j'ai la chance. C'est le contact qui doit être créé pour qu'ils te fassent confiance aussi, quelquefois. Parce que toi, ça fait combien de temps que tu y es en tant qu'enseignant? Je sais pas si on dit enseignant ou personne d'extérieur qui vient avec son projet. Là, à la masse, je suis plutôt salarié, donc je suis vraiment, je fais partie en fait vraiment dans la grille vraiment des postes. Donc là, oui, on dirait que je pense que c'est plutôt art thérapeute, donc c'est ça. En fait, c'est écrit en fait sur mon contrat, thérapeute. Tout ça, oui, art thérapeute. Donc là, mais c'est vrai que nous on travaille avec des éducateurs spécialisés, avec les infirmières. Oui, tu n'es pas seul, tu es accompagné à chaque fois. Et eux, en tout cas, les autres personnes, ils participent également à ce cours, ou ils sont. Quand tu dis que tu es accompagné par d'autres spécialistes éducateurs ou autres personnels spécialisés? Oui, en fait, nous. Comme lorsque j'ai commencé avec dans la masse, dans la maison d'accueil spécialisée, et comme je ne connaissais pas les patients, forcément, ce n'était pas très évident aussi de proposer quelque chose, parce que même si on peut lire les dossiers, on peut se renseigner aussi des pathologies, psychopathologies qui ont les patients. Même malgré ça aussi, il y a le côté relationnel que des fois ça peut passer ou ça passe pas. Donc il avait des aides-soignants qui sont dans mes ateliers et qui prennent mon atelier et qui font les mêmes choses que les patients. La même activité. Exactement. Donc ça c'est soit c'est des aides-soignants, soit c'est des infirmières, soit ça peut être aussi des experts. D'accord. Ou des fois j'ai travaillé dans des endroits où c'était la psychomotricienne qui prenait aussi mes ateliers, et vice versa aussi, pour pouvoir travailler en équipe. Est-ce que tu utilises des outils en fait d'évaluation, peut-être pour voir si l'objectif qui était fixé par le groupe ou de façon individuelle était bien atteint? Oui, nous on a déjà dans chaque établissement on a le projet d'accompagnement personnalisé. Donc c'est quelque chose qu'on travaille ensemble aussi, et en tant qu'équipe. Et nous, en tant qu'art thérapeute, je pense que ça c'est une autre différence entre un artiste et un art thérapeute, c'est que nous on a des outils d'évaluation. Donc c'est par exemple dans les côtés des dramathérapies, est-ce qu'ils ont la capacité de jouer un rôle? Est-ce qu'ils ont la capacité de changer un rôle? Ah oui, il y a quand même on peut bien identifier l'objectif de façon claire. Oui. Et là, par exemple, en fait, c'est aussi les lâcher prise. Donc, dans les établissements où je suis, c'est vraiment les lâcher prise et de ne pas, comment dire, rester dans le mimétisme tout le temps. Donc, d'avoir cette liberté de s'exprimer et de ne pas copier tout le temps. C'est quand même dur. Hein. Oui, c'est vrai que même nous, en fait, si on nous dit, comme tout le monde, si on nous dit il faut lâcher prise, il faut soulager le corps et relaxer le corps, donc des fois on n'arrive pas vraiment à se relâcher, non? Et à lâcher prise. Mais oui, ça c'est par exemple un des objectifs qu'on peut atteindre dans l'art-thérapie. D'accord. Est-ce que la personne est capable de lâcher prise? Est-ce que la personne est capable de changer, de distinguer la réalité et la fiction? Donc aussi, est-ce qu'elle elle est capable en fait, d'incarner un personnage?
ou de créer une histoire en entière. Donc, à partir de ça et à partir des capacités de chaque personne, c'est là où on met les objectifs et c'est là où aussi on peut faire la grille d'évaluation. Donc, je pense que ma grille d'évaluation, c'est pas la même dans tous les groupes. Ah ben, à un moment donné, j'ai essayé vraiment de dire, bon, je veux faire la même chose, On peut pas. mais non. En fait, là, c'est comme quand on travaille avec une personne en particulier, vraiment, c'est vraiment Une personnalisation, quoi. tout à fait. Ouais, c'est tout à fait ça. Et donc, on peut pas évaluer on peut bien évaluer la même chose d'une personne à une autre, mais je pense que le mieux, c'est vraiment adapté à ça. Donc, par exemple, dans mon dispositif où il a les clowns, c'est plutôt c'est le côté de est-ce que la personne a touché l'objet, a imaginé des choses avec l'objet, est-ce qu'il a senti l'objet, ou est-ce qu'il a peut partager ou donner l'objet à quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est plutôt des choses que je peux évaluer dans ces groupes-là. Parce qu'on n'est pas dans cette côté de, bon, on va créer une histoire, on va se mettre en fiction et tout ça. Donc, même si on peut voir qu'ils sont dans le jeu. Donc, ça, c'est plutôt ça en tant que grille d'évaluation. Et des fois, je pense que c'est aussi les sujets qui viennent. Donc, des fois, c'est, par exemple, en fait, dans ces deux groupes-là, dans les groupes verbales, je peux voir et mettre dans ma grille d'évaluation quel était le sujet qu'il a choisi pour sa scène, ou quel était le personnage qu'il a choisi. Et dans l'autre côté, c'est quel était l'objet qui l'a intéressé le plus. Donc, quel était l'objet qui l'a provoqué une émotion de dégoût. Donc, c'est plutôt des grilles qui nous aident vraiment à voir cette transformation et cette côté aussi de ces seuils, le seuil d'acceptation ou de refus ou de rejet aussi de ça. D'accord. Et bon, et ça dépend aussi de chaque discipline. Donc, c'est pas la même chose dans les côtés plasticiens, parce que des fois aussi, on peut évaluer en fait, soit les couleurs, soit aussi la thématique, soit aussi le côté de motricité, hein, la motricité fine. Donc, vraiment, chaque discipline a ses grilles d'évaluation et donc, on doit s'adapter aussi à savoir ce qu'on doit évaluer lié à l'institution. Parce que c'est l'institution qui nous donne aussi ça. Des fois, pour voir est-ce qu'il y a un résultat sur ça ou pas. Donc, où est-ce qu'il y a une évolution, comment ça se passe avec la personne. D'accord. Et donc, où on peut exercer en fait ce métier d'art thérapeute? Alors, où on peut... je pense que maintenant, il y a beaucoup d'endroits où on peut vraiment travailler en tant qu'art thérapeute. Déjà, il y a les maisons d'accueil spécialisées, il y a les foyers d'accueil spécialisés aussi, il y a les centres d'accueil de jour, il y a les centres d'accueil thérapeutique à temps partiel. D'accord. Donc il y a vraiment beaucoup de ces endroits où on peut exercer et même dans les côtés associatifs. Vraiment, je pense que aujourd'hui, c'est quand même assez développé, en tout cas dans le monde associatif ou même dans les maisons spécialisées, dans les maisons, on va dire, organismes spécialisés de façon générale, où l'art thérapeutique, en tout cas, l'art thérapie, a pris une plus grosse part. Oui, je pense que c'est aussi grâce au milieu associatif qu'on a plus de travail. En fait, je pense que c'est eux qui sont mis en valeur nos métiers. D'accord. Et à partir de ça, je pense que dans un niveau social, là, on a pu constater ça et c'était les structures qu'on commence à appeler les arts thérapeutes. Parce que c'est vrai que je fais tous mes stages, c'était dans des associations. Il y a 300, oui, c'était que des associations et maintenant il y a des structures. Des structures maintenant un peu plus qui demandent spécialisées. Plus des postes d'art thérapeute. Donc, en tout cas, tout à l'heure, on a parlé de la maison d'accueil spécialisée, mais tu fais d'autres... en tout cas, tu exerces tes fonctions dans d'autres organisations.
Oui, bah, heureusement, cette année, j'ai pas mal de travail, donc c'est super ça, en tant qu'art thérapeute, oui, parce que bah, une fois qu'on sort de la formation, on dit est-ce qu'on aura un CDI, est-ce qu'on C'est vrai que c'est la aura... question que tout le monde se Oui. pose après avoir fait une formation. Est-ce que Mm. finalement, ce qu'on a fait pourra nous permettre de nous remplir les poches aussi Oui. et de pouvoir gagner notre vie correctement? Oui, oui, c'est ça. Parce que aussi c'est un investissement du temps, d'argent, oui. Donc à un moment donné, on s'est dit, est-ce que ça sera possible? Et lorsque je suis sorti de la formation, ouais, moi j'ai eu une proposition, c'était plutôt un remplacement. C'était un mois après Ah oui, un mois avoir eu mon après. diplôme. D'accord, mais Ouais. c'est très bien ça. Donc, et là c'était aussi c'était plutôt un hôpital. D'accord, t'as même pas eu le temps de vraiment postuler ou t'avais déjà postulé Bah, j'ai postulé et et on finalement m'a t'as une appelé réponse? tout de Oui. suite. Oui, oui, donc c'était Et vraiment des fois, c'est super. le bouche à oreille. Ils peuvent se Ouais. dire, bah, tiens, t'as déjà fait un stage quelque part. Peut-être qu'il y a une place qui s'est ouverte. Oui, ça se passe souvent. J'avoue que dans mon cas, c'était plutôt avec les entretiens, c'était Hmm. plutôt bah, au poste que je voyais sur Internet et voilà, que j'ai envoyé mon CV. Mais j'ai eu des collègues et des amis qui ont eu cette opportunité Hmm. après avoir fait un stage. Bah, ils ont créé cette opportunité, cet espace dans les structures où ils ont fait le stage Hmm. et maintenant ils sont embauchés là-bas. Donc et après, c'était une autre structure qui a coûté qu'il avait un dispositif art thérapeutique et Hmm. donc on l'appelait. D'accord. Et dans mon cas, oui, en fait, là j'ai un groupe, euh, plutôt que ça c'est un individuel, que je prends des personnes euh, qui sont un deuil migratoire. D'accord. Donc c'est plutôt des personnes, plutôt des hispanophones Mhm. qui sont en France, qui sont plutôt à Paris et qui traversent un deuil migratoire, donc cette difficulté à s'adapter. Donc D'accord. j'ai un atelier de ça. Aussi, j'ai un autre atelier où je travaille avec des enfants en situation de handicap et que ça c'est une fois par mois. Mais ça c'est juste à côté à Lagny Torigny Mhm. et c'est aussi c'est une association. Donc c'est une association qui s'appelle euh, Admirable. Et aussi j'ai une autre je travaille dans une autre association, mais ça c'est plutôt des ateliers encadrés par des arts thérapeutes et ça c'est plus bon ça commence à démarrer, on commence à faire ce projet là, et ça s'appelle MetaMove et c'est des ateliers de danse théâtre mais en ligne, En mais ligne. plutôt D'accord. avec des personnes en situation de handicap. Donc, Mais c'est vrai que je m'étais toujours dit, est-ce que finalement la visio était quelque chose qui s'était bien développé, en tout cas dans ce milieu mais finalement, c'est ouvert aussi. c'est vrai que c'est pas le plus évident en fait, vraiment le Hmm. côté oui, numérique là. Oui. Cette côté je pense que c'était grâce au Covid, Hmm. grâce au confinement qu'on a pu Et puis le Covid. explorer cette moyen en fait vraiment de partager l'art thérapie. Parce que moi j'ai commencé ma formation après le Covid et on avait quand même fait quelques dispositifs Hmm. aussi en ligne et des Ça fois on marchait se pas très disait bien. ouais, des fois on se disait non, c'est pas la même chose. Mais je pense que dans le milieu de l'handicap, on a vu que c'est parfois très difficile de trouver un endroit Hmm. où faire une activité. Pour une personne en situation de handicap, c'est Hmm. difficile de trouver des Et le places. temps aussi pour Mm. se déplacer, il faut Oui, prendre du temps. Ensuite, après, pour la rentrée finalement chez oui. soi. Oui, Euh, oui, oui, parce qu'en fait, même s'ils sont les transports, en fait, des fois, c'est les PAM qui hmm. viennent chercher les personnes, mais des fois, il y a des bouchons. Aussi pour faire toute la Hmm. démarche, pour qu'une personne puisse se déplacer à l'endroit et prendre l'atelier et être à l'heure, c'est vraiment incroyable, en fait, tous les côtés administratifs qu'il doit Hmm. Oui, je vois. subir la Hmm. personne Pour être pour avoir accès finalement à à ça. être là à l'heure. Mm. Oui, 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 vraiment, là, c'est assez Mais en compliqué. visio, peut-être que les gens peuvent le faire en famille, en tout cas de façon mixte, avec une personne en situation de handicap et une autre peut-être qui ne l'est pas, et faire, on va dire, une visio d'art-thérapie ensemble. Oui, le but de ces projets-là, c'est plutôt qu'en fait, la personne qui est
en situation de handicap puisse rester vraiment dans la salle, je sais pas, dans son salon ou dans une chambre tout seul et que soit quelqu'un de la famille reste de l'autre côté, je sais pas, à côté du salon ou dans une autre chambre, dans une autre pièce, pour laisser cette intimité. Ah, il faut laisser quand même la personne seule. Oui, Ok, oui, d'accord. parce qu'en fait, c'est vrai que le but de ce projet-là, c'est d'accompagner, de donner un espace de liberté aussi à la personne. D'accord, donc il ne faudrait pas non plus qu'elle soit trop t'accompagner oui, et de oui, venir oui. avec elle au cours. Oui, oui, parce que sinon, des fois, l'autonomie, ça ne se favorise pas trop s'il y a toujours la famille là. Donc, ça retire de sa liberté, on va dire, après, peut-être de parole ou de gestes peut-être moins évidentes. Oui, oui, et je pense que c'est comme nous, en fait, à chaque fois qu'on est avec notre famille, On on est n'est pas les gêné, mêmes. voilà, Donc c'est ça, ça, on est plutôt plus gêné Mm. que, en tout cas, en toute liberté et sans pression. Donc, oui, c'est ça. C'est vraiment. Je pense que c'est un projet qui c'est très, que ça vient vraiment du cœur et surtout pour donner accès à plus de personnes à avoir une activité artistique et un accompagnement art thérapeutique, même si cet atelier, c'est plutôt euh, présenté comme des ateliers artistiques de danse théâtre. Donc ça, c'est... Pardon. Je te laisse finir. Oui, non, c'était ça. J'ai fini la phrase. Donc ça, c'est... Mais toi qui as fait les deux, qui a travaillé autant au Mexique qu'en France, qu'est-ce que tu peux dire sur l'évolution, en tout cas la place d'une personne en situation de handicap en France et au Mexique? Est-ce que finalement tu as vu des choses plus positives ici que là-bas? Est-ce que là-bas est en train de se développer? Est-ce qu'un jour, par exemple, peut-être trop de questions, mais est-ce qu'un jour tu aimerais y retourner et apporter ce que tu as appris, en tout cas aujourd'hui, ici? Bon, moi, j'aimerais vraiment apporter aussi des choses que j'ai beaucoup appris ici en France. Mais je pense que en France, on a beaucoup de chance dans ce côté euh, d'accompagnement pour l'handicap. Parce que, par exemple, au Mexique, une personne qui est dans une situation de handicap, déjà, elle est toute seule avec ses moyens. Donc, vraiment, ça n'existe Oui, pas. il y a dire les fonds qui sont pas permis ou même de subventions peut-être qui sont pour aider, en tout cas ici, à la prise en charge d'une personne en situation de handicap par rapport à là-bas. Oui, je pense que bon, moi, je pense qu'inconsciemment aussi, j'ai choisi ce métier parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui est en situation de D'accord, tu handicap. avais déjà quelqu'un Mhm. que tu connais bien qui était en situation de handicap et qui t'a permis d'avoir on va dire ce goût pour aider aussi dans ce milieu. Oui, oui, je pense que c'était une fois que je suis parti de Mexique et que je voyais quand même tous les réseaux et toutes les sources et ressources en fait pour soutenir ce tissu social de l'handicap en France, je disais je pense que j'aimerais vraiment profiter de ça et donner quelque chose de moi aussi pour les autres. Alors qu'au Mexique, c'était assez compliqué, cette côté d'accompagner ou de soutenir une personne parce que déjà, oui, il y a quelques aides financières, mais c'est pas, comment dire, c'est symbolique. En fait, c'est avec les aides financières qui existent, tu peux pas payer voilà, les loyers, le côté alimentaire et des cours artistiques. Donc, c'est vraiment assez difficile. Et aussi, même pour se déplacer dans la ville. Moi, je viens de Mexico, donc c'est assez Des plutôt dans difficile. la grande ville. Je pense que ce côté de la ville ne permet pas que ça soit très facile, le déplacement pour les gens. Et surtout, qu'au Mexique, on n'a pas la même, comment dire, infrastructure de salaire et des impôts, tous les côtés administratifs des impôts, c'est pas la même chose en France qu'au Mexique. Donc forcément, il n'y a pas beaucoup de soutien au handicap au Mexique. Et je pense qu'en France, oui, en fait, il y a cette côté. Moi, j'étais fasciné, j'étais vraiment étonné, mais dans un côté comment dire, surpris et bienveillant qui se dit waouh, en fait, ici, c'est le gouvernement qui paye pour qu'une personne puisse aller dans un atelier de théâtre, un atelier, je sais pas, de danse, mais c'est une personne en situation de handicap qui peut aller et qui
qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui travaillent autour de ça pour mettre en valeur et pour aider la personne. Donc je sais, waouh, et en plus, ils ne doivent pas payer, pour les personnes, elles ne doivent pas payer pour ça, mais après, que je me suis rendu compte en fait de tous les côtés, toutes les démarches administratives. Oui, il y a beaucoup ouais. il y a une lourdeur au niveau Mhm. de l'administration encore pour l'instant, Mhm. mais c'est vrai qu'après, lorsqu'on a déposé son dossier auprès de la MDPH, hein, quand la personne est reconnue, en tout cas en situation de handicap, elle a quand même une possibilité de travail, d'accompagnement. Oui, je pense qu'il y a une protection comme ça. C'est une protection des droits, en Oui. fait. Oui, mais même pour la personne qui est en situation de handicap et même pour Pour les la aidants, famille, oui. ouais, pour les aidants, hein, c'est vraiment incroyable. Je pense que c'est ça qui m'a accroché aussi à rester en France, qui disait, waouh, là je trouve que c'est assez beau et que c'est assez bienveillant ce côté qu'on peut avoir en France de l'accompagnement dans l'handicap, même s'il y a beaucoup de choses à travailler, évidemment. Mais déjà, je pense qu'on a des bonnes bases pour améliorer ça au fur et à mesure. D'accord. Est-ce que tu as déjà suivi des cas cliniques ou peut-être pas des cas Plutôt des... Oui, en fait, nous, on a des cas cliniques. Voilà, disons qu'à chaque fois, on doit faire des comptes rendus ou on doit faire des bilans des personnes. Et, et disons que oui, des fois, ça reste confidentiel tout le temps. Donc, mais aussi, ce que je peux vous partager, c'est plutôt des vignettes cliniques, non? Pour vous montrer comment ça se passe, l'évolution, la transformation d'une personne dans l'art-thérapie. D'accord. Donc, par exemple, là, c'est la première... Alors, ça dépend. Est-ce que tu veux que je vous partage, en fait, une expérience plutôt en dramathérapie ou en art-thérapie, art plastique? On peut partir sur les trois. Ah, ok. ok. Donc, oui, alors... comme peut-être pour nos éditeurs, pour qu'ils puissent connaître au mieux chaque cas différent. Oui. Alors, je pense que, vu que je commençais à parler beaucoup de la dramathérapie et que ça, c'est plutôt ma spécialité, je pense que, alors, une vignette clinique que je pourrais dire que je pourrais partager avec vous, disons que c'était une dame qu'on peut appeler, je sais pas... Brigitte. Brigitte, merci, voilà. Donc, Brigitte, c'était une dame qui était tout le temps en fait, vraiment dans l'opposition des gens. C'était aussi une personne qui était très autoritaire et c'est une personne en situation de handicap. Donc, elle restait tout le temps à la maison avec son père et c'était vraiment une relation fusionnelle. Et elle voulait rien faire dans l'établissement où j'ai travaillé. Et même, peu importe quelle activité, en fait, elle voulait pas. Donc, et à chaque fois, elle téléphonait tout le temps à son père. Et donc, on a travaillé aussi ce côté de l'individualité dans le théâtre, dans la dramathérapie. Et c'était plutôt de prendre un rôle. Donc, on a commencé, une fois qu'on l'a convaincue de prendre les ateliers, d'observer les ateliers, elle était tout le temps dans un coin. Elle voyait, mais elle ne voulait pas participer. D'accord. Et après, je sais pas, 6 mois, elle a commencé à participer. Donc, elle a intégré le dispositif. Elle faisait vraiment l'échauffement. Elle faisait aussi les propositions. Et au moment où on est arrivé à jouer des personnages avec des costumes ou avec des perruques, donc, et elle adorait ça. Donc, elle a commencé avec... Elle a commencé à se lâcher. Comment? Elle a commencé à se lâcher, en tout cas à aimer le cours. Oui, c'est ça. Donc, elle a commencé vraiment à profiter et à avoir un monde épanouissement dans l'atelier. Mais pour moi, c'était très intéressant qu'elle a commencé, le premier personnage, c'était une reine. Donc, c'était une reine et après, elle a ajouté la casquette des policiers. D'accord. Donc, elle était déjà dans l'autorité double, la double autorité. Donc,
Aussi, elle donnait des ordres aussi aux autres personnes. Vu comme elle était Euh, policière, elle avait bien donné des petits ordres. oui, oui, oui. Et des fois aussi, elle passait des menottes, parce qu'on avait des menottes, des fausses menottes, Hmm. voilà, euh, pour accompagner aussi le costume, la déco. Et à chaque fois, elle voulait mettre en prison les personnes. Donc, et à un moment donné aussi, on avait hum, c'était des armes en plastique, voilà, Mhm. c'était un pistolet en plastique. Et elle a commencé à utiliser ça. Et elle tuait tout le temps les personnes qui étaient sur scène. Donc, les autres D'accord. personnages, elle mettait les menottes et elle les tuait. Donc, à chaque fois, c'était cette côté de. Alors, comment on peut faire pour qu'elle puisse comprendre qu'en fait, Hmm. si une personne, si on tue une personne, même si c'est dans la fiction, la fiction, ça reste toujours lié à la réalité. Donc, comment on peut faire qu'elle puisse comprendre ça. Donc, à un moment donné, je joue avec elle sur scène et donc, elle fait semblant de me. Mais je suis. Oui, exactement, de prendre feu avec le pistolet. Donc, je me mets par terre et et je bouge pas, en fait. Donc, à un moment donné, elle continue à déclencher le pistolet. Donc, et j'ai réagi avec ça. Donc, Hmm. je suis resté quand même 5 minutes comme ça. Et elle disait, bah, bon, c'est bon, on a fini. Et je disais, mais non, en fait, à chaque fois, on a un rituel que c'était une sorte de gong D'accord. qui arrête La scène. la scène. Et donc, à ce moment-là, ça sonnait pas. Donc, je dis, bah non, là il faut. On a travaillé ça ensemble, qu'en fait, une fois qu'on fait mal à une personne sur scène, en fait, ça reste. En fait, ça, il Hmm. a des conséquences, non. Donc, travailler déjà les conséquences et tout ça, c'était un but thérapeutique avec elle et aussi changer les rôles. Donc, dans Hmm. cette côté, et c'était elle qui était un peu, disons, dans les L'autoritaire rôles essaie de. Ouais. de réduire un petit peu son autorité Oui, par oui, tout rapport au à fait. monde, aux Oui, personnes qu'elle côtoie, quoi. oui, exactement. Parce qu'en fait, si on le fait dans la réalité, si on le fait dans la fiction, c'est très probable qu'on puisse le faire aussi dans la réalité. Hmm. Donc, à un moment donné, c'était de changer les rôles. J'ai dit, bon, maintenant, on va changer les rôles. Et donc, je vais faire la même chose que tu viens de faire. Et elle ne voulait pas. Donc, ça a pris quand même 3 4 mois pour arriver à qu'elle puisse vraiment faire semblant Hmm. de jouer la personne qui est blessée, qui peut tomber par terre. Donc la personne faible en fait. Hmm. Donc c'était très intéressant en fait ces processus, c'était comment dire, euh, oui peut-être on peut appeler cette Hmm. rigidité de ne pas lâcher les rôles avec lesquels on s'identifie. Alors que dans une personne saine puisse partager en fait vraiment tous les rôles et tous les personnages pour s'adapter à la réalité Hmm. qu'on a. Donc de ce côté, c'était vraiment qu'elle puisse vraiment euh, voilà, reconnaître qu'on a un côté faible et que c'est pas grave si on a ce côté faible et si on montre ça aux autres. Que des Hmm. fois aussi c'est bien qu'il y ait une autre personne qui puisse donner c'est bien qu'une personne qui peut donner des ordres et nous à suivre cet ordre-là. Hmm. Et on a réussi à faire ça. Et aussi, ça se voyait que la relation entre le père Avait et, changé. et Brigitte, oui, a changé. Et on a réussi aussi à que elle téléphonait moins Hmm. son père. Donc, on a dû beaucoup encadrer, beaucoup accompagner ça. Et elle avait seulement euh, 20 minutes pour appeler son père lors de la pause déjeuner. D'accord. Donc c'est vraiment ce côté de flexibilité. Hmm. C'est après On a encadré. pu le Hmm. faire, ouais. Après aussi dans la vie quotidienne. Mais Hmm. c'était seulement dans la télé. La télé, ça durait 45 minutes, mais c'était vraiment travailler ça. Hmm. Et surtout la flexibilité des personnages. D'accord. Donc ça, c'est voilà, plutôt dans les côtés Ça, de c'est le premier cas. dramathérapie. Ouais. Et dans les côtés dans le côté plasticien, il y a, il y a un dispositif que j'aime bien faire, que c'est plutôt de créer cartes, oui, des cartes à gratter. Mhm. Mais c'est plutôt euh, la créer des zéros en fait. Vraiment, on commence avec la feuille, donc après on ajoute le pastel gras. Et bon, je pense que
quasiment tout le monde connaît la technique, ou non? Les cartes à gratter, non? Non, Donc, je ouais, pense bon, pas. ok, euh, donc, donc, oui, c'est plutôt en fait euh, le processus, c'est plutôt ça. En fait, une feuille, après on met des pastels gras, mais il faut Mhm. remplir toute la feuille vraiment avec des pastels gras. Il ne faut pas laisser vraiment un point blanc sur la feuille. Et après, on doit mettre de l'encre de Chine, ou sinon il a l'encre pour faire des feuilles à gratter. D'accord. Donc maintenant, il a vraiment le produit spécial pour ça, mais sinon, on peut le faire avec de l'encre de Chine. Donc et après, avec soit pas Une pièce un après. stylo, mais voilà, une Mm. pièce, on peut vraiment gratter, et c'est le couleur qui sort. Donc moi j'aime bien cette côté, ce dispositif-là, parce qu'on voit vraiment la feuille tout noire et on voit les couleurs qui sortent, et vraiment ça donne un contraste très, très beau et Mm. très poétique des fois. Et donc dans, dans cette vignette clinique, en fait, on pourrait dire que ce patient-là, il s'appelle, je sais pas, Jean. Mhm. Et à chaque fois, Jean, il était dans le côté négatif de sa vie, et il disait que toutes les choses toutes les négatives venaient après l'achat d'une maison qu'il avait fait, et qu'après ça l'a pourri sa vie. Mm. Donc, euh, on a travaillé plusieurs séances, quand même aussi les discours ou les choses qu'on avait dans nos corps, corps et dans nos têtes. Mm. Et il avait tout le temps ça. T'es C'est toujours dans la le vie qui m'avait. négatif, lui. Oui. Et c'était tout le temps, c'était pas la faute des autres. C'était pas la faute de lui, c'est la faute des autres. Donc, Mm. on était dans les côtés, les responsables, c'est eux et pas moi. Mm. Donc, pour arriver à ça, j'ai donné, et je proposais en fait la carte à gratter. Et j'ai dit, bon, la consigne, c'est vraiment de choisir des pastels et faire un dessin sur la feuille, mais il faut vraiment remplir tous les côtés blancs de la feuille, sur la feuille. Et il a décidé vraiment euh, Vous de, grattez? oui, non, de colorier la feuille avec des pastels gras, mais noirs. Noir? Et c'est là où j'ai dit, même C'était en tant toujours. qu'arthérapeute, j'ai dit, ah là, ça va pas marcher. Là, j'ai dit, ah oui, là c'est, Parce que ouais, là, c'est un il boulet. n'allait pas avoir de couleur qui allait Mm. ressortir, mais plutôt toujours du noir. Et c'était même une surprise pour moi, parce que je disais, ah, là, j'avais pas pensé à quelqu'un qui allait mettre du noir, en fait, là. Mm. J'ai dit, bon, on va laisser comme ça, on va voir comment ça se déroule, non? Parce que aussi, le but de l'art-thérapie, c'est de ne pas mettre en échec aussi Mm. les patients. Donc, dans ces cas-là, je disais, bon, on va trouver comment faire ça et de ne pas se sentir en échec. Donc, il a mis vraiment le pastel noir comme ça. Et après, j'ai dit, bon, maintenant, on va mettre l'encre de Chine. Et déjà aussi, ça nous permet à, à nous détacher ou à nous séparer de la création qu'on a fait à la base. Mm. Parce qu'en fait, il y avait des personnes qui ont fait des beaux dessins, tout ça, qui disaient, on va mettre de l'encre de Chine sur le dessin. Et il disait, non, je peux pas. En fait, là, c'est quelque chose qui m'a pris du temps, et je pensais à ça. Et j'ai dit, des fois, on a des événements dans la vie comme ça. Des fois, nous, on commence notre dessin Et puis, on comme doit ça. changer de route. Oui, et des fois, il y a quelqu'un qui arrive, ou un événement qui vient, qui tâche, qui met une tache noire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Mm. Donc, c'était plutôt ça la métaphore. Donc, dans l'art-thérapie, on cherche tout le temps la métaphore pour pouvoir exprimer ou arriver à la catharsis ou à la transformation. Donc, dans ce côté, Jean, il a mis du pastel noir, il commence à mettre l'encre de Chine, qui est noire, qui se met, mais en fait, il n'a pas de sens. Pourquoi je mets du noir sur le noir? Il disait, je disais, ça c'est. C'est ce que tu as voulu faire au début, donc. Ouais. Et il a dit, mais non, mais je veux pas tout remplir en plus, je ne peux pas mettre de couches de noir. Et je dis, mais fais, et après on va voir comment ça se passe. Hein. Et donc il met l'encre de Chine, et ça l'a fait beaucoup réfléchir, parce qu'il a dit, donc je vois les choses noires, et en plus j'ajoute du noir au noir. Donc j'ai dit, maintenant on prend soit vraiment une paille, ou on prend un cure-dent, et on commence à gratter. Et à partir de là, on va dessiner. Et il commence à gratter, et ce qu'on a trouvé, et ce qu'il a trouvé aussi, c'était que
il avait des tonalités. Donc Ah oui, même dans les noirs, c'était plutôt, selon le noir, en tout cas, qu'il avait mis, ça pouvait être plus ou moins épais, ou en tout cas plus ou moins clair, moins noir, peut-être proche du gris exactement. peut-être, mais en tout Oui, cas, il y avait différents tons de noir. oui, exactement. Donc à un moment donné, oui, c'était un peu gris très Hmm. foncé, mais on voyait les lignes. Et il a commencé à dessiner des fleurs. Et, et à la fin de la séance, il y a toujours un échange en fait de ce qu'on a fait et ce qu'ils voient les autres aussi sur nos tableaux, sur notre création. Et, euh, et il disait, mais en fait, c'est la première fois que je me rends compte que je vois tout en négatif. Hmm. Et c'est grâce à ça que c'était noir sur noir. Et après, si moi j'ai la volonté de gratter ces noirs pour au moins arriver à un peu de gris foncé, c'est vraiment quelque chose que je peux faire dans ma vie. Et là, je disais, ah, là, on a trouvé vraiment. Et c'était super beau, en fait, de vraiment Hmm. voir les fleurs comme ça. Oui, c'était un dégradé des Dégradé, c'était un noirs. dégradé de noir. Hmm. Mhm. Et j'ai dit, bah oui, là, pour moi, c'est une de mes vignettes art thérapeutiques préférées, en fait, Favorite. vraiment. Et que ça m'a fait aussi apprendre des choses. Oui, Parce parce que que je vous ai dit, mais tu t'es dit, mais finalement, dans mon destin, il n'y aura que du noir, quoi. Quel noir. oui, c'est ça. Je disais, ah mince, j'avais pas pensé à ça. Et tu dis, bah oui, en fait, là, on est surpris, en fait. On était Hmm. surpris tous les deux. Et je disais, bah oui, en fait, là, on joue les tonalités. Hmm. Et en danse-thérapie, euh, c'était aussi, disons que c'est une dame qui a environ, qui avait environ de 23 ans. Et on va l'appeler Francesca. Francisca. Francesca. Francesca. Voilà, Francesca. Et elle, à chaque fois, elle pouvait vraiment suivre en fait, le rythme de la musique. Il adorait la musique et tout ça. Et il demandait tout le temps de musique un peu, comment dire, un, un peu grossière. Pas grossière, mais disons que les paroles Hmm. n'étaient pas les plus poétiques D'accord. et belles. Hein. Donc, à chaque fois, elle demandait ça. Donc, on était vraiment dans des dispositifs un peu. Dans des dispositifs pour moi, c'est plutôt la danse mouvement thérapie. Donc, Hmm. on mettait vraiment une chanson pour que chaque personne puisse partager aussi ses goûts en Du coup, musique, hmm. voilà. Et, et elle partageait vraiment cette chanson. Elle avait tout le temps des mouvements, comment dire, très, qui montraient quand même une pulsion sexuelle tout le temps. D'accord. Donc elle était tout le temps dans la provocation avec un autre un autre, oui, soit résident, patient. Donc, Hmm. et, mais disons qu'elle, c'est qu'elle se permettait vraiment dans l'atelier à la fin. Vraiment, c'était quelques mois qu'on a travaillé vraiment le même dispositif, que c'était l'échauffement, que c'était le partage, le déplacement dans l'espace, que c'était aussi faire le miroir avec une autre personne. Donc, c'était d'avoir cette écoute avec elle-même et avec l'autre personne. Et c'était seulement aussi grâce à la musique et la danse qu'elle a pu vraiment déposer des choses où elle a évoqué des souffrances qu'elle avait. D'accord. Vraiment, c'était vraiment des souffrances qu'elle subit à la maison et des Hmm. souffrances qu'elle sentait dans sa peau. Donc, à un moment donné, il commence à improviser des mouvements, mais c'était grâce aux mouvements et à une chanson qu'elle commence à improviser les paroles avec des mouvements. Et il a déposé quand même une histoire assez intense, que c'était cette souffrance de vivre en fait. Ah oui. Et c'est grâce à ça qu'on a pu savoir, bon, qu'on a soupçonné que peut-être en Elle fait, avait eu ça un s'est passé problème. mal à la maison. Oui. Hmm. Et donc, on a, oui, on a quand même contacté aussi à la famille pour savoir Hmm. si, voilà, comment ça s'est passé à la maison. Donc, Hmm. c'était pas direct, mais c'était
est-ce que, on a posé des questions aussi, est-ce que, qu'est-ce qu'il fait à la maison, tout ça, mais c'était clair qu'il avait, Ok, il y a il quelque avait une chose. violence, il avait une violence à la maison, donc à partir de ça, c'était un peu la lumière rouge qu'on a mis vraiment aussi dans le dossier, mais c'était la danse qui l'a permis vraiment, à un d'évacuer moment ce qu'elle donné, avait évacuer. Oui. ressenti, en tout Mm. cas eu auparavant Mm. chez elle, quoi. Alors que cette personne aussi, euh, elle prenait aussi l'atelier des théâtres. Donc, Mm. elle pouvait parler, elle pouvait faire des choses en théâtre, mais en fait, c'était pas sa médiation, c'était plutôt Mm. la danse. Donc, c'était la danse et le chant en même temps qui l'a permis De se libérer, d'évoquer en tout ça. cas d'évoquer ce qu'elle avait eu chez elle, quoi. Et après qu'on a hum, contacté la famille, quelques mois après, a fait cette improvisation Mm. vocale dansistique a changé. Mais elle parlait tout le temps de la souffrance. Donc à un moment D'accord. donné, euh, on a commencé à travailler aussi le côté de donner de l'amour à nos corps. Mm. Donc comment on peut remercier à nos corps, comment on peut caresser notre corps. Donc vraiment, comment on peut vraiment travailler plutôt la douceur. Mm. Donc on a travaillé pas mal la douceur à travers de la danse et de la musique. Et c'est ça qui l'a aidé aussi à trouver un soulagement. Mm. Je pense que dans son discours aussi, dans l'improvisation des paroles, ça a beaucoup changé à, oui, à ce côté d'amour. Donc à la fin, elle se disait à elle-même, je t'aime. D'accord. Donc on a pu vraiment faire ces voyages, Mm. être vraiment enfermé, après montrer la violence, parler de toute la violence qu'on a subie, et après à chercher cet amour à nous et aussi dans notre entourage. Donc, mais c'était vraiment à travers les corps et à Ah travers oui. oui, des mouvements aussi. Mm. Donc, finalement, c'est des profils totalement différents, mais qui ont réussi en tout cas à changer, en tout cas à se dévoiler en fait face aux difficultés qu'ils ont pu rencontrer dans leur vie. Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Et je pense qu'avec l'art-thérapie, c'est pas que dans le milieu de l'handicap aussi. C'est pour tous. Mm. Oui, bah oui, chaque personne a un souvenir. Bah, on peut travailler, Mm. travailler des souvenirs, des histoires de vie, des rêves, des choses qui nous inquiètent aussi. Vraiment, je pense que nous, on partage tout. En fait, on est tous des êtres humains qui passent par toutes les émotions, par toutes les étapes de la vie, même si on est en situation de handicap ou pas. En fait, vraiment, tout le monde ressent l'amour, tout le monde ressent la colère, la peur. C'est Donc, l'émotion. oui, Mm. exactement. Je pense que c'est ça qu'on travaille beaucoup en art-thérapie. Plutôt aussi l'histoire qu'on se raconte à chaque fois. Et c'est l'art-thérapie qui nous aide aussi à, à sortir ces conversations qu'on a avec Mm. nous-mêmes. Je pense que c'est l'art-thérapie qui nous met en lumière ça, comme pas mal de psychothérapies aussi. Euh, il y a des thérapies traditionnelles qui font aussi la même chose, mais nous, on utilise vraiment le processus créatif pour ça. D'accord. Merci Javier. Est-ce que tu as d'autres des choses à nous dire? En fait, on va bientôt laisser l'antenne. On est Oui. arrivé à la fin de notre émission. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Peut-être peut-être un mot pour la fin. Est-ce que tu voudrais faire passer, en tout cas, des choses dont on ne doit pas oublier, peut-être, ou je sais pas, qu'est-ce que tu voudrais dire? Je pense que je- les derniers mots que je pourrais dire, c'est que vraiment essayer l'art-thérapie. Je pense que même si on fait une science, euh, ça peut vraiment changer des vies, ça peut changer aussi des idées et ça peut vraiment donner un soulagement pour les personnes qui ont des inquiétudes, qui ont vraiment l'envie de trouver un bien-être en fait. Je pense que c'est ça. Pour moi, Mm. c'est l'art-thérapie, c'est trouver le bien-être et je pense que nous, on vit aussi euh, pour avoir ce bien-être et comment dire, cette façon de vivre d'une manière saine, vraiment, Mm. je pense. Je pense que ça, c'est la dernière chose que je dirais. En fait. Bon, voilà, et si jamais, s'il y a des personnes qui sont intéressées, de ne pas hésiter vraiment à chercher des art thérapeutes.
et de chercher une médiation qui puisse bah, Convenir. oui, le convenir. Donc vraiment, il y a de l'art-thérapie, vraiment de toutes les médiations. Donc même des photothérapies, même des vidéothérapies, même vraiment toutes les arts, toutes les disciplines, en fait, ils sont disponibles en fait, dans un côté thérapeutique. Mais il faut vraiment se renseigner. Sur le style qu'on veut de l'art déjà, oui. pour après faire de l'art thérapeutique. Et oui, et surtout en fait de se renseigner des écoles, parce que je pense que je pense la dernière chose que je pourrais dire, c'est vraiment il y a des écoles, surtout à Paris, qui sont très reconnues, comme l'INECAT, le Profac, Artec, Paris Descartes. Et il y a aussi un autre à Lille que c'est Puzzle. Il y a aussi c'est à Tours aussi. Il y a une école qui est très reconnue. Donc il y a vraiment il faut vraiment se renseigner aussi des écoles. Même dans l'hôpital Sainte-Anne, il y a des formations d'art-thérapie. Donc à chaque fois que vous avez envie de chercher un art-thérapeute, n'hésitez pas vraiment à poser la question de la formation de cette personne. Parce que des fois, il y a des, comme on disait, soit des artistes, soit des personnes qui ne sont ni artistes ni art-thérapeutes, mais comme il n'y a pas une formation comment dire, certifiée par le gouvernement qui dit que ça c'est la bonne et c'est comme ça qu'on doit faire l'art-thérapie. C'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui puissent profiter de ça et qui ne sont pas les outils pertinents pour accompagner une personne. Il faut qu'on fasse attention finalement aux escrocs qu'il peut y avoir. Je pense que ça c'est la dernière chose que je peux dire ici. Oui, si jamais vous voulez se renseigner, aussi vous pouvez me contacter si vous êtes intéressé sur une discipline, ou je peux aussi soit vous diriger vers moi ou vers quelqu'un d'autre aussi. Où on pourrait trouver tes contacts? Tu as une page Facebook ou peut-être un numéro de téléphone qu'on pourrait donner peut-être sur notre page Facebook à nous? On a une page dédiée à mes femmes à part entière en tout cas sur laquelle on pourrait redonner des informations. Oui, bah je suis sur Facebook et sur Instagram. Donc sur Instagram, c'est Dramarthérapie. Sinon, vous pouvez taper sur Instagram ou sur Facebook Javier Quijano. D'accord, on redonnera après les coordonnées sur notre page Facebook. Oui, et je pense que aussi et j'ai aussi un site internet qui s'appelle Dramathérapie. D'accord. .art. Donc dramathérapie.art. Ok. Donc ça, avec ça, oui, si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez vous voulez des conseils, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un mail. Voilà. En tout cas, c'était très intéressant. Ça nous a montré, en tout cas à nos éditeurs, qu'il est possible d'avoir plusieurs formes d'art, et notamment à art-thérapie, que les styles sont aussi différents à l'interne. C'est-à-dire qu'on peut travailler la thérapie via la danse ou encore via l'art. Quand on a vu les 3 exemples tout à l'heure que tu as pu nous développer, en tout cas, ça nous permet de mettre sous forme, même si c'est de façon orale, tous les cas, en tout cas que tu as pu étudier et qui t'ont aussi touché. Merci à vous. Et j'espère que ça inspire pas mal de personnes aussi pour suivre une art-thérapie ou pour étudier l'art-thérapie. D'accord. Donc si vous voulez plus de renseignements, je mettrai, comme j'ai évoqué tout à l'heure, les informations directement sur notre page Facebook Hommes et Femmes à part entière. N'oubliez pas de nous retrouver les 4e jeudis de chaque mois directement sur GFM La Radio. On a donc un site dédié sur lequel vous pouvez cliquer directement et nous écouter directement le 4e jeudi de chaque mois à midi. Donc on se dit à très vite. Encore merci Javier pour cette émission. En tout cas, merci d'avoir bien voulu nous parler de ton métier, ce que tu connais en tout cas le plus, le mieux. Merci à toi Sandra, merci aussi pour l'invitation. Merci à l'équipe de GFM La Radio de toujours être à l'écoute de nos intervenants et aussi de nos éditeurs. On se retrouve donc le 4e jeudi de chaque mois et je vous dis à très vite. Merci Javier. À bientôt. Au revoir.